Le jour du premier anniversaire de mon fils, j'ai envoyé les invitations des semaines à l'avance. Personne n'est venu. Ma mère a envoyé un texto, « Nous sommes occupés avec les enfants de ta sœur. Ne sois pas aussi susceptible. » J'ai juste souri, j'ai pris une photo de mon fils soufflant sa bougie et je l'ai postée avec la légende, « Merci à tous ceux qui sont réellement venus. » 2 heures plus tard, mon père était à ma porte, furieux que tout le monde dans le groupe de discussion familiale l'ait vu, mais il n'avait pas vu ce que j'avais posté ensuite. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de terrain, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer à vous apporter du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Marcus. J'ai 32 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été celui sur qui on pouvait compter, celui qui est présent, celui qui se souvient, celui qui envoie les cartes, passe les appels et conduit 3 heures aller simples pour les dîners du dimanche pour lesquels personne ne me remercie d'être venu. Quand mon fils, Tyler, est né l'année dernière, j'ai pensé que les choses pourraient changer. Je pensais que devenir père changerait quelque chose dans la dynamique familiale, que mes parents finiraient par me voir comme plus qu'un simple plan de secours, le deuxième choix fiable, le fils qui existait en marge des projecteurs de ma sœur Rachel. Rachel avait toujours été l'enfant chéri, 2 ans de plus, perpétuellement célébré, sans cesse pardonné. Ces 3 enfants, Emma, Noah et Sophie, étaient au centre de chaque réunion de famille. Leurs anniversaires étaient des événements élaborés avec des châteaux gonflables et des repas traiteurs. Leurs pièces de théâtre scolaire recevaient des ovations debout. Leurs plus petites réussites devenaient des légendes familiales racontées à chaque fête. Mon mariage il y a 5 ans a réuni 27 personnes. Celui de Rachel en a réuni 250. Quand j'ai obtenu ma maîtrise, mes parents sont arrivés en retard et sont partis tôt parce que Noah avait un match de baseball. Quand Rachel a obtenu son diplôme d'associé, ils lui ont organisé une fête surprise qui a duré jusqu'à minuit. J'ai appris tôt à ne pas trop attendre, j'ai appris à sourire quand mon dîner d'anniversaire était reporté parce que Rachel avait besoin d'aide pour déménager, j'ai appris à acquiescer quand le matin de Noël était décalé à l'après-midi de Noël parce que le récital de danse d'Emma durait plus longtemps, j'ai appris qu'être fiable signifiait être invisible, et être invisible signifiait être oublié. Ma femme, Sarah, l'a vu clairement dès le début. Elle regardait ma mère s'agiter autour des enfants de Rachel tout en reconnaissant à peine Tyler et son siège auto. Elle remarquait mon père vérifier son téléphone pendant les conversations avec moi, seulement pour s'illuminer quand Rachel appelait. Elle m'a dit une fois qu'aimer signifiait regarder ma famille prendre des morceaux de moi sans jamais remplir les espaces qu'ils laissaient vides. Mais j'ai continué à être présent, à espérer, à croire que peut-être cette fois serait différente. Le premier anniversaire de Tyler me semblait important, monumental, le genre d'étape qui transcende les petites politiques familiales et rassemble les gens. Je l'ai planifié avec soin, j'ai envoyé les invitations 4 semaines à l'avance avec des cartes colorées que Sarah avait elle-même conçues. La fête était simple, gâteau, ballon, quelques jeux, rien d'élaboré, juste une réunion de famille pour célébrer la première année de vie de mon fils. Les invitations ont été envoyées un mardi. Je les ai envoyées à mes parents, à Rachel et à son mari David, à ma tante Linda, à mon oncle George et à mes cousins 14 personnes au total. J'ai inclus la date, l'heure et l'adresse. J'ai même ajouté une petite note au bas de chaque carte, j'aimerais beaucoup vous y voir. Le premier anniversaire de Tyler n'arrive qu'une fois. 3 semaines se sont écoulées. Personne n'a confirmé. Personne n'a appelé pour demander des détails ou proposer d'apporter quoi que ce soit. Le silence s'est étiré et tordu, mais je me suis convaincu qu'ils étaient occupés, que la confirmation viendrait, que bien sûr ils seraient présents pour leur petit-fils, leur neveu, leur famille. Samedi est arrivé avec un ciel dégagé et une énergie nerveuse. Sarah a décoré notre petite cour arrière avec des banderoles bleues et jaunes. Elle a fait cuire un gâteau à écraser en forme de dinosaure parce que Tyler adorait le stégosaure en plastique qu'il emportait partout. J'ai installé une petite table avec des jus de fruits et des collations. Nous avons accroché une banderole à travers la clôture. À 13h45, j'ai vérifié mon téléphone. Pas de message, pas d'appel, pas d'annulation ou d'excuses de dernière minute. Juste le silence. 14h est arrivé et reparti. Tyler était assis dans sa chaise haute, ses mains potelées tendant vers le gâteau que nous n'avions pas encore coupé. Sarah se tenait à côté de moi, sa main sur mon épaule,
sa prise assez forte pour me faire mal. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas à le faire. À 14h30, j'ai accepté la vérité. Personne ne venait. 14 invitations envoyées, 14 personnes qui avaient quelque chose de mieux à faire, 14 proches qui ne pouvaient pas consacrer 2 heures au premier anniversaire de mon fils. À 14h45, mon téléphone a vibré, un texto de ma mère dans le groupe de discussion familiale. Nous sommes occupés avec les enfants de Rachel aujourd'hui. Ne sois pas aussi susceptible. Je l'ai lu 3 fois. Chaque mot a frappé différemment. Occupé avec les enfants de Rachel, pas occupé par le travail, pas confronté à une urgence, pas coincé dans les embouteillages, occupé avec les enfants de Rachel ceux qu'ils voyaient tous les week-ends, ceux dont les matchs de soccer et les récitals de ballet et les rendez-vous de jeux remplissaient chaque heure disponible. Ne sois pas aussi susceptible, comme si mes sentiments étaient un inconvénient, comme si s'attendre à ce que ma famille se présente pour mon fils me rendait faible, exigeant ou déraisonnable. Sarah a vu mon visage et a pris le téléphone de ma main. Elle a lu le message, et sa mâchoire s'est crispée. Quand elle m'a regardé, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, pas de la pitié, pas de la sympathie, de la fureur. Marcus, dit-elle doucement, tu dois arrêter d'attendre qu'il se soucie de toi. J'ai regardé Tyler. Il écrasait ses mains dans le gâteau. Du glaçage bleu étalé sur son visage, son rire vif et pur. Il ne savait pas qu'il avait été oublié. Il ne comprenait pas que ses grands-parents avaient choisi ses cousins plutôt que lui pour la 100e fois. Il était juste un joyeux enfant d'1 an célébrant son anniversaire avec ses parents. J'ai pris mon téléphone et j'ai pris une photo, Tyler en plein rire, du gâteau partout, ses petites mains levées en triomphe. C'était parfait, joyeux, réel. J'ai ouvert les médias sociaux et j'ai posté la photo avec une simple légende, merci à tous ceux qui sont réellement venus. Je n'ai tagué personne, je n'ai cité aucun nom, j'ai juste posté la photo et j'ai rangé mon téléphone. Nous avons chanté joyeux anniversaire. Nous avons laissé Tyler détruire le gâteau. Nous avons joué dans la cour arrière jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Sarah m'a tenu la main et m'a dit qu'elle était fière de moi, fière que je sois venu pour mon fils même quand personne d'autre ne l'avait fait. 2 heures après avoir posté la photo, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée, fort, insistant, en colère. J'ai ouvert et j'ai trouvé mon père debout sur le porche, le visage rouge, les yeux brillants. Derrière lui, la rue était vide. Il était venu seul. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» dit-il, sa voix tremblant. « Tu embarrasses toute la famille. » J'ai cligné des yeux. J'ai embarrassé la famille. Ce poste, tout le monde dans le groupe de discussion familiale l'a vu. Ta tante Linda a appelé ta mère en pleurant. Rachel est furieuse. Tu nous as tous fait passer pour des méchants. Je l'ai regardé fixement, mon père, l'homme qui avait manqué ma remise de diplôme universitaire, qui avait oublié mon 30e anniversaire, qui ne m'avait jamais demandé une seule fois comment j'allais sans immédiatement faire passer la conversation à Rachel, et il était en colère contre moi pour avoir posté une photo de mon fils, pour avoir reconnu que personne n'était venu. Papa, dis-je lentement, personne n'est venu au premier anniversaire de Tyler. Nous étions occupés avec les enfants de Rachel. Ils avaient besoin de nous, et Tyler n'en avait pas besoin. La mâchoire de mon père s'est crispée. Tu es dramatique. Ce n'est qu'un anniversaire. Il a 1 an. Il ne s'en souviendra même pas. Mais moi, je m'en souviendrai, dis-je. Je me souviendrai que tu as choisi les enfants de Rachel plutôt que ton petit-fils une fois de plus. Tu dois retirer ce poste. Maintenant, je l'ai regardé pendant un long moment, et quelque chose à l'intérieur de moi a changé, s'est durci. Non. Marcus, tu devrais partir. Si tu ne le retires pas, il y aura des conséquences. J'ai presque ri. Quelles conséquences? Papa, tu vas m'ignorer? Oublier mon anniversaire? Manquer les étapes importantes de mon fils? Tu le fais déjà. Son visage est devenu pâle. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait s'excuser, pourrait réaliser ce qu'il disait, ce qu'il avait fait, mais au lieu de cela, il s'est retourné et est retourné à sa voiture sans un mot de plus. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, mon cœur battant la chamade. Sarah est apparue à côté de moi, Tyler endormi dans ses bras. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle s'est juste tenue là, solide et présente, me rappelant que je n'étais pas seul. Le lendemain matin est arrivé calme et lourd. Je me suis réveillé tôt, Tyler toujours endormi dans son berceau,
Sarah à côté de moi avec sa main posée sur ma poitrine. Elle avait à peine dormi. Moi non plus. Nous avions passé la moitié de la nuit à parler de ce qui allait suivre, de savoir si j'étais vraiment prêt à tirer le fil qui allait tout défaire. Je me suis levé et j'ai fait du café, j'ai vérifié mon téléphone. Le post, la photo de Tyler avec son gâteau, avait plus de 400 réactions et 70 commentaires, des amis du travail, d'anciens colocataires de l'université, des voisins que je connaissais à peine, tous disant la même chose. Il est adorable. Désolé de l'avoir manqué. Ce gâteau a l'air incroyable. Pas un seul commentaire de qui que ce soit dans ma famille, mais le groupe de discussion familiale avait explosé pendant la nuit. 32 messages non lus. Je l'ai ouvert et j'ai fait défiler. Rachel avait écrit paragraphe après paragraphe. Comment oses-tu essayer de nous faire passer pour des gens terribles? Tu sais que nous avions des projets. Tu sais que l'ami d'Emma avait une fête le même jour. Tu agis comme si nous te devions quelque chose. Nous ne te devons rien. C'est de la manipulation émotionnelle. Ma mère avait envoyé plusieurs messages me suppliant de l'appeler. S'il te plaît, Marcus, nous devons en parler. Tout le monde est tellement bouleversé. Ton père a à peine dormi. S'il te plaît, appelle-moi. Tante Linda avait écrit qu'elle n'appréciait pas d'être entraînée dans mon drame. Oncle George a dit, peut-être que si je n'étais pas si nécessiteux, les gens voudraient venir à mes fêtes. Cousine Jennifer a écrit que c'était pour ça que personne n'aimait être autour de moi. J'ai lu chaque message 2 fois, j'ai laissé chacun s'installer. Ils ne s'excusaient pas. Ils ne reconnaissaient pas qu'ils avaient manqué l'anniversaire de Tyler. Ils étaient en colère contre moi pour les avoir fait passer pour des méchants, pour avoir exposé ce qu'ils avaient toujours pris soin de cacher. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert ma galerie de photos. Pendant des années, j'avais documenté des choses, pas intentionnellement au début, juste des captures d'écran de conversation, des photos de chaises vides lors d'événements que j'avais organisés, des messages textes confirmant des plans qui avaient été annulés plus tard, des messages vocaux qui n'avaient jamais été retournés, une archive numérique de négligence que je n'avais jamais su quoi faire jusqu'à présent. J'ai commencé à créer un nouveau dossier, j'ai commencé à tout organiser par date et événement, chaque anniversaire manqué, chaque plan annulé, chaque priorisation de dernière minute de la famille de Rachel par rapport à la mienne. Tout était là, des années de preuves que j'avais été oublié, rejeté, effacé. Sarah est venue dans la cuisine et a vu ce que je faisais. Elle s'est assise à côté de moi sans rien dire, a juste regardé pendant que je triais des années de preuves numériques. Finalement, elle a parlé. Tu es sûr de ça? J'ai hoché la tête. Ils pensent que je suis dramatique. Ils pensent que j'exagère. Peut-être qu'ils le croient même eux-mêmes. Mais ça, j'ai fait un geste vers l'écran, c'est la preuve. C'est réel. Et j'ai besoin qu'ils le voient. Et s'ils s'en foutent toujours? Alors au moins je le saurai. Au moins, j'arrêterai d'espérer quelque chose qui ne va jamais arriver. Elle m'a serré la main. Je suis avec toi, quoi que tu décides. J'ai passé dimanche à tout organiser, 6 ans de documentation, des captures d'écran de groupes de discussion où des plans étaient faits sans moi, des photos de réunions de famille auxquelles je n'étais pas invité, des messages textes annulant des plans avec moi pour accommoder Rachel, des messages vocaux de mes parents demandant de l'argent, de l'aide, du temps, mais n'offrant jamais la même chose en retour. Lundi matin, j'ai créé un nouveau post. Celui-ci était plus long, plus détaillé, une chronologie. Beaucoup de gens ont contacté après le post d'hier en demandant ce qui s'était passé. Voici la vérité, il ne s'agit pas d'un seul anniversaire manqué. Il s'agit de 6 ans d'être traité comme si je n'avais pas d'importance. J'ai joint la première capture d'écran, un groupe de discussion d'il y a 3 ans, ma mère organisant une fête surprise pour la fille de Rachel, Emma, 37 messages planifiant chaque détail, décoration, traiteur, liste d'invités. 3 semaines plus tard, mon propre anniversaire, 2 messages dans le même groupe de discussion, joyeux anniversaire, Marcus de ma tante Linda, rien de personne d'autre. Je l'ai posté, j'ai attendu 5 minutes, j'en ai posté un autre, un échange de SMS d'il y a 2 ans, moi demandant à mes parents s'ils voulaient venir rencontrer Tyler pour la première fois à l'hôpital, la réponse de ma mère est venue 4 heures plus tard, nous sommes au tournoi de soccer de Noah. Peut-être demain. Ils sont venus 4 jours plus tard, sont restés 20 minutes. Une autre capture d'écran, Noël dernier, Rachel demandant dans le groupe de discussion familiale si quelqu'un pouvait garder ses enfants pendant 3 heures, 5 personnes ont immédiatement offert,
moi demandant 2 semaines plus tard si quelqu'un pouvait garder Tyler pendant que Sarah et moi allions à un rendez-vous chez le médecin. Silence, silence complet pendant 2 jours jusqu'à ce que ma cousine Jennifer écrive finalement « Désolé, occupé ». Je les ai postés l'un après l'autre, je les ai laissés s'empiler comme des preuves dans un procès, chacun une petite blessure qui, seule, ne signifiait rien, mais ensemble peignaient une image claire, des années à être la pensée après coup, le plan de secours, le fils qui n'existait que lorsque cela arrangeait. Mon téléphone a commencé à sonner. Rachel, j'ai refusé. Elle a rappelé, j'ai refusé. Un texto est arrivé. Arrête. Tu ruines tout. Supprime ces posts maintenant. J'ai répondu lentement. Vous aviez 4 semaines pour vous présenter pour Tyler. Vous avez choisi de ne pas le faire. Ces posts restent en ligne. Tu déchires cette famille. Non, ai-je écrit. Je montre juste à tout le monde ce qu'elle est déjà. Un autre appel, mon père cette fois. J'ai répondu. Retire-les tout de suite, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Ce sont des affaires de famille. Tu ne diffuses pas ça publiquement. La famille se présente les uns pour les autres, ai-je dit. Où était la famille hier? Nous arrivons. Ta mère et moi, nous venons en parler face à face. Ne vous embêtez pas. Je n'ai rien à dire que je n'ai pas déjà dit. Marcus, si tu ne retires pas ces posts dans l'heure qui suit, tu es dehors. Tu me comprends? De cette famille? J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. De la famille, papa? Je n'en ai jamais fait partie, pas vraiment. Tu avais juste besoin de quelqu'un de fiable à appeler quand tu avais besoin d'aide pour déplacer des meubles ou emprunter de l'argent. Mais quand il s'agit d'être réellement là, de se soucier réellement, je suis dehors depuis des années. Tu n'as juste jamais pris la peine de me le dire. Il a raccroché. Je suis resté assis là, tenant le téléphone, mes mains stables malgré tout. Sarah est entrée dans la pièce avec Tyler sur sa hanche. Elle avait entendu toute la conversation. Ça va, demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Oui, vraiment. Et c'était le cas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais lucide, calme, comme si j'avais enfin cessé de porter un poids qui n'avait jamais été le mien. Le post est devenu viral d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Mardi après-midi, il avait été partagé des centaines de fois, par des amis d'amis, des inconnus, des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis une décennie, commentant avec leurs propres histoires de favoritisme familial et d'anniversaires oubliés. Le récit était clair, et ce n'était pas celui que ma famille voulait qu'on raconte. Ma mère a appelé 18 fois mardi. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui ont commencé par des excuses et se sont terminés par des accusations. Nous t'aimons, Marcus. Tu le sais, mais c'est cruel. Tu nous humilies. Rappelle-moi, s'il te plaît. Rachel a envoyé un long courriel, des pages de justification et de reproches, expliquant que j'avais toujours été jaloux d'elle, que je ramenais tout à moi, que j'utilisais mon fils pour manipuler la famille. Elle n'a pas une seule fois reconnu qu'elle n'était pas venue à son anniversaire, ne s'est pas une seule fois excusée, s'est juste défendue et m'a dépeint comme le méchant. Mon père a envoyé un seul texto. Tu as fait ton choix. Ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras ce que tu as fait. Tante Linda m'a bloqué sur tout. Oncle George a envoyé un message me traitant d'égoïste et d'ingrat. Cousine Jennifer a publié sa propre réponse sur les médias sociaux, affirmant que je mentais et que j'exagérais, que la famille avait toujours été d'un grand soutien et que je ne faisais que créer des drames. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. D'autres membres de la famille ont commencé à me contacter, des cousins au 2e degré que je connaissais à peine, mon oncle Tom, le frère de mon père, qui avait toujours été tenu à distance par mes parents, même ma grand-mère, la mère de mon père, qui vivait à 2 états de distance et que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Ma grand-mère a appelé mardi soir. Sa voix était tremblante mais ferme. Marcus, j'ai vu ce que tu as publié. Je dois te dire quelque chose. Tu n'as pas tort. Je les ai vus te faire ça toute ta vie, et j'ai détesté ça. Ton grand-père et moi avons essayé de dire quelque chose il y a des années, mais ton père a cessé de nous parler pendant des mois. Nous aurions dû insister davantage. Je suis désolé. Je me suis assis, soudain pris de vertige. Grand-mère, je monte en voiture ce week-end. Je veux voir Tyler. Je veux rencontrer mon arrière-petit-fils correctement, et je veux que tu saches que tu n'es pas seul.
Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis là, à fixer mon téléphone, quelque chose de chaud et d'inhabituel s'épanouissant dans ma poitrine, de la validation, du soutien, une famille qui se manifestait réellement. Mercredi a apporté un nouveau développement. Le mari de Rachel, David, s'est présenté seul à ma porte. Il avait l'air épuisé, les yeux rouges comme s'il n'avait pas dormi. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement. Je l'ai fait entrer, j'ai préparé du café. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant que Sarah emmenait Tyler au parc. David est resté silencieux pendant longtemps, se contentant de fixer sa tasse. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, je ne savais pas que c'était aussi grave. J'ai attendu. Rachel, elle ne le voit pas. Ou peut-être qu'elle le voit, et elle s'en fiche. Je ne sais plus. Mais je l'ai observé cette semaine, j'ai observé la façon dont elle parle de toi, à quel point elle est en colère que tu lui aies fait mauvaise figure au lieu d'être désolé de t'avoir blessé. Et je réalise que mes enfants apprennent ça, apprennent que certaines personnes comptent plus que d'autres, apprennent qu'il est normal d'oublier les gens tant que c'est toi dont on se souvient. David, je lui ai dit que nous aurions dû aller à la fête de Tyler. Je lui ai dit il y a des semaines quand l'invitation est arrivée, mais elle a dit que c'était le même jour que la fête d'anniversaire de l'ami d'Emma, et Emma voulait vraiment y aller et nous verrions Tyler une autre fois. Il y a toujours une autre fois avec toi, a-t-elle dit. Tu es toujours disponible. Il m'a regardé. Mais tu ne le es pas, n'est-ce pas? Plus maintenant. Non, dis-je. Je ne le suis pas. Il a hoché la tête lentement. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Rachel et tes parents, mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Et je suis désolé pour tout. Il est parti après ça. Je suis resté assis à la table pendant longtemps à réfléchir. Tout le monde n'était pas perdu. Tout le monde ne défendait pas l'indéfendable. Jeudi, ma mère s'est présentée à l'improviste. Elle a frappé doucement et a attendu sur le porche, les mains jointes devant elle comme quelqu'un qui supplie. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Marcus, s'il te plaît. On peut parler? De quoi, maman? De réparer ça? D'aller de l'avant? Aller de l'avant nécessite de reconnaître ce qui s'est passé. Es-tu prêt à le faire? Elle a hésité. Je pouvais voir le calcul dans ses yeux, le désir de lisser les choses sans réellement admettre sa faute. Je sais que tu es blessé. Je sais que nous aurions dû être là, mais Marcus, ce dénigrement public, c'est trop. C'est cruel. Cruel. J'ai senti la colère éclater, vive et soudaine. Ce qui est cruel, c'est de dire au père de ton petit-fils que tu es trop occupé avec ses cousins pour venir à son premier anniversaire. Ce qui est cruel, c'est 32 ans à être le deuxième meilleur. Ce qui est cruel, c'est de me faire sentir comme si j'étais fou d'attendre une décence élémentaire. Nous ne t'avons jamais fait sentir que tu étais le deuxième meilleur. J'ai ri. C'est sorti amer et tranchant. Maman, vous ne m'avez jamais fait sentir que j'étais le premier. Il y a une différence. Je t'aime, Marcus. Je t'ai toujours aimé. Peut-être que oui, mais vous ne l'avez jamais montré d'une manière qui comptait. L'amour n'est pas qu'un sentiment, maman. C'est une action. C'est se manifester. C'est faire sentir à quelqu'un qu'il vaut votre temps. Et vous ne l'avez jamais fait pour moi. Elle s'est mise à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas le genre manipulateur. Je ne sais pas comment réparer ça. Commence par être honnête avec toi-même, avec papa, avec Rachel. Arrête de prétendre que c'est parce que je suis sensible ou dramatique. Admets que vous avez toujours eu des favoris. Admets que vous m'avez blessé. Admets que Tyler mérite mieux que d'être oublié. Et si je fais ça, si nous faisons tous ça, vas-tu retirer le poste? J'ai secoué la tête. Les postes restent en ligne, pas comme une punition, mais comme un enregistrement, comme une preuve que je ne suis pas fou, que c'est vraiment arrivé. J'ai besoin de ça, maman. J'ai besoin de savoir que je n'invente pas ça dans ma tête. Elle a essuyé ses yeux. Ton père va te déshériter. Tu le sais, n'est-ce pas? Il parle déjà à son avocat pour modifier son testament. C'est son choix, tout comme c'était son choix de ne pas venir à l'anniversaire de Tyler, tout comme c'est son choix de m'ignorer toute ma vie. Je ne peux pas contrôler ce qu'il fait. Je peux seulement contrôler ce que j'accepte. Et je n'accepte plus ça. Elle est partie sans dire un mot de plus. Je l'ai regardé marcher jusqu'à sa voiture,
les épaules affaissées, et j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas une victoire, pas une satisfaction, juste de la tristesse, une tristesse profonde et lancinante pour ce qui aurait pu être et qui n'a jamais été. Vendredi a apporté l'appel auquel je m'attendais à moitié et que je redoutais à moitié, l'avocat de mon père, un homme nommé Richard Chen, que j'avais rencontré une fois lors d'un barbecue familial il y a des années. Sa voix était professionnelle mais pas désagréable. Marcus, je vous appelle parce que votre père m'a demandé de vous retirer de son testament et de celui de votre mère. Je veux m'assurer que vous comprenez les implications de cette décision. Je crois comprendre que vous renoncerez à environ 400 000 $ en héritage, biens, investissements, versement d'assurance vie. Votre père envisage également de retirer Tyler de tous les trusts ou fonds d'éducation qu'il avait constitués. Quelque chose de froid m'a envahi. Il punit mon fils pour ce que j'ai fait. Richard est resté silencieux pendant un moment. Je l'ai déconseillé. Pour ce que ça vaut, je pense que c'est une erreur, mais il insiste. Il croit que vous avez irrémédiablement endommagé la famille et que vous devez en subir les conséquences. Peut-il faire ça légalement? Retirer Tyler des trusts qui étaient déjà constitués? Cela dépend de la façon dont ils sont structurés. Certains d'entre eux, oui. D'autres nécessiteraient la signature de votre mère, et elle hésite. Mais Marcus, il a fait une pause, je vais vous dire quelque chose hors procès-verbal. Je suis l'avocat de votre père depuis 15 ans. Je l'ai vu prendre beaucoup de décisions, certaines bonnes, certaines mauvaises. Celle-ci est l'une des mauvaises. Il agit par colère et embarras, pas par raison. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, je suis resté assis là à ruminer le poids de ce qui venait de se passer. Sarah est entrée et je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Nous n'avons pas besoin de leur argent, Marcus. Nous n'en avons jamais eu besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une famille qui se manifeste. Et s'ils ne peuvent pas être cette famille, alors nous construirons la nôtre. Le week-end a apporté un chaos auquel je ne m'attendais pas. Ma grand-mère est arrivée samedi matin avec l'oncle Tom. Ils sont restés 3 heures à jouer avec Tyler, à s'enquérir de nos vies, à nous traiter comme si nous comptions. C'était surréaliste, bouleversant, magnifique. Pendant qu'ils étaient là, mon téléphone a commencé à exploser. Le groupe de discussion familiale était en ébullition. Mon père avait envoyé un message à tout le monde, une annonce formelle que je ne faisais plus partie de la famille, que quiconque maintenait le contact avec moi subirait les mêmes conséquences. C'était un ultimatum, choisissez-le lui ou choisissez-moi. J'ai vu en temps réel les gens faire leur choix. Tante Linda a répondu en premier. Je suis avec toi. Marcus doit apprendre le respect. Cousine Jennifer était d'accord. Oncle George a dit qu'il était temps que quelqu'un s'oppose à ma manipulation. Mais ensuite, quelque chose a changé. Oncle Tom a répondu dans le chat. En fait, je choisis Marcus. Ce que vous lui avez tous fait est mal, et je ne veux plus en faire partie. Ma grand-mère a suivi. Je suis avec Tom, et j'ai honte qu'il m'ait fallu si longtemps pour le dire. David, le mari de Rachel, a posté ensuite. J'aime ma femme, mais je ne peux pas soutenir ça. Marcus mérite mieux. Un par un, la famille s'est fracturée. De vieilles rancunes ont fait surface. Des gens qui étaient restés silencieux pendant des années ont soudainement trouvé leur voix. Le chat est devenu une zone de guerre d'accusations et de défense, d'excuses et d'attaques. Rachel a essayé de défendre mes parents, mais ses arguments sont tombés à plat. Les gens ont commencé à publier leurs propres histoires de favoritisme, d'être ignorés, de regarder Rachel tout obtenir alors qu'ils obtenaient des miettes. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul à m'être senti invisible. J'étais juste le premier à avoir eu le courage de le dire à voix haute. Dimanche soir, le groupe de discussion avait complètement implosé. La moitié de la famille était partie. L'autre moitié se battait entre elles. Mon père a essayé de reprendre le contrôle, mais il était trop tard. La structure qu'il avait construite, la hiérarchie qu'il avait maintenue, s'effondrait. Lundi matin, Rachel m'a appelé. Sa voix était petite, brisée. Marcus, je suis désolé. Je ne m'en étais pas rendu compte. Je ne l'ai pas vu. Je suis resté silencieux pendant longtemps. Puis j'ai dit la seule chose que je pouvais. Merci de dire ça. Mais désolé n'efface pas 32 ans. Désolé ne ramène pas le premier anniversaire de Tyler.
Désolé ne change pas le fait que tu as choisi la fête d'un camarade de classe plutôt que ton neveu. Je savais qu'elle pleurait. Je sais. Et je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas réparer ça, Rachel, pas tout de suite, peut-être jamais. Mais tu peux arrêter de le défendre. Tu peux arrêter de prétendre que ce n'est pas arrivé. Tu peux reconnaître que cette famille a un problème, et tu en as fait partie. Elle a raccroché. Je ne l'ai pas rappelé. 3 semaines ont passé. La poussière est retombée lentement, douloureusement. Mes parents n'ont pas repris contact. Mon père a mis ses menaces à exécution, me retirant du testament, coupant complètement le contact. Ma mère a envoyé des textos occasionnels auxquels je n'ai pas répondu, des excuses qui semblaient creuses parce qu'elles étaient assorties de conditions. Je suis désolé, mais tu dois comprendre. Je suis désolé, mais tu nous as blessés aussi. Je suis désolé, mais tu dois retirer ces postes. Je ne les ai pas retirés. Tyler a eu 13 mois. Nous avons eu un petit rassemblement. Les parents de Sarah sont venus. L'oncle Tom et ma grand-mère sont venus. David a amené ses enfants sans Rachel. C'était calme, intime, plein de gens qui voulaient vraiment être là. Ma grand-mère m'a pris à part vers la fin, m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque de 50 000 $ pour l'éducation de Tyler. Elle a dit, « Ton grand-père et moi avions toujours voulu que tu aies ça, mais ton père nous a convaincus d'attendre. » Je n'attends plus. J'ai essayé de le rendre, mais elle a refusé. On t'a passé ta vie à te dire que tu ne comptais pas, Marcus. Je te dis que tu comptes. Toi et Tyler tous les deux. Ne laisse pas leur choix définir ta valeur. Un mois plus tard, j'ai reçu un courriel d'une personne que je ne connaissais pas, une femme nommée Patricia, qui avait vu mes posts. Elle dirigeait un groupe de soutien pour les adultes confrontés à la rupture familiale et au favoritisme. Elle m'a demandé si je serais prêt à partager mon histoire lors de l'une de leurs réunions. J'y ai réfléchi pendant longtemps, j'en ai parlé à Sarah, j'en ai parlé à ma grand-mère. Finalement, j'ai accepté. Debout devant 30 inconnus, racontant mon histoire à voix haute, j'ai réalisé quelque chose de profond, je n'étais pas seul. Chaque personne dans cette pièce avait une blessure similaire, une famille qui les avait oubliés, des parents qui avaient choisi quelqu'un d'autre, des frères et sœurs qui avaient pris et n'avaient jamais rendu. Nous étions tous des enfants invisibles qui étaient devenus des adultes, aspirant toujours à la validation que nous n'avions jamais reçue. Mais nous étions aussi des survivants, des guerriers, des gens qui avaient choisi de cesser d'accepter des miettes et de commencer à exiger des repas. Après la réunion, un jeune homme s'est approché de moi. Il avait 24 ans, les larmes aux yeux, tenant une photo de son neveu. Je vis la même chose, dit-il. Les enfants de ma sœur reçoivent tout. Mon fils ne reçoit rien. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre comprenait. Je comprends, lui dis-je. Et tu n'es pas fou de te sentir blessé. Tu es humain. En rentrant chez moi ce soir-là, Sarah a tendu la main et a pris la mienne. Je suis fière de toi, dit-elle. Tu as brisé le cycle. Et je l'avais fait, pas parfaitement, pas sans douleur, mais je l'avais fait. J'avais regardé un système conçu pour me maintenir petit, et j'avais refusé d'y participer plus longtemps. J'avais choisi mon fils plutôt que leur approbation, ma dignité plutôt que leur confort, ma vérité plutôt que leur mensonge. Tyler grandirait en sachant qu'il était aimé, pas conditionnellement, pas comme un plan de secours, mais pleinement, complètement, sans aucun doute. Il ne se demanderait jamais s'il comptait, ne compterait jamais les chaises vides à ses fêtes d'anniversaire, ne se sentirait jamais invisible dans sa propre famille parce qu'il avait un père qui savait ce que ça faisait, qu'il avait vécu, qui y avait survécu, et qui mourait avant de laisser ça lui arriver. 6 mois après le premier anniversaire de Tyler, mon téléphone a vibré avec un texto, de mon père, le premier contact depuis que tout s'est effondré. Ta mère est à l'hôpital. Crise cardiaque. Je pensais que tu devrais le savoir. Je suis resté à fixer le message pendant longtemps, j'ai senti l'ancienne attirance, l'ancienne culpabilité, l'ancienne voix me disant de tout laisser tomber et de me précipiter à ses côtés parce que c'est ce que font les bons fils. Mais je n'étais plus ce fils. J'ai répondu prudemment. J'espère qu'elle se rétablira. Fais-moi savoir s'il y a quelque chose que Tyler et moi pouvons faire pour aider. Pas nous, pas Sarah et moi, Tyler et moi, un choix délibéré, une limite. Il n'a pas répondu. Ma mère s'est rétablie. J'ai envoyé des fleurs à l'hôpital, une carte, mais je ne l'ai pas visitée,
je ne me suis pas précipité dans le feu qui m'avait brûlé pendant 32 ans. J'ai tenu ma ligne. Et lentement, douloureusement, magnifiquement, j'ai appris ce que signifiait être libre. Tyler a 2 ans maintenant. Sa fête d'anniversaire le mois prochain sera à nouveau petite, intime, pleine de gens qui se manifestent parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils y sont obligés. Ma grand-mère vient, l'oncle Tom, la famille de Sarah, David et ses enfants. Peut-être qu'un jour mes parents comprendront ce qu'ils ont perdu. Peut-être qu'un jour Rachel comprendra vraiment les dégâts auxquels elle a participé. Peut-être qu'un jour il y aura une réconciliation. Mais je ne retiens pas mon souffle. Je n'attends plus. Je vis simplement, aimant mon fils, construisant une vie où les gens se manifestent les uns pour les autres, où les anniversaires comptent, où personne n'est oublié. J'enseigne à Tyler qu'il mérite mieux que des miettes, que sa présence est un cadeau, pas un fardeau, que la famille ne se définit pas par le sang, mais par qui vous tient quand vous tombez. Et quand il sera assez grand pour demander pourquoi ses grands-parents ne sont pas là, je lui dirai la vérité, pas avec amertume, pas avec colère, mais avec honnêteté. Certaines personnes ne savent pas comment aimer au-delà de leur propre confort. Certaines familles se brisent parce qu'elles ont été construites sur un terrain inégal. Certaines relations se terminent non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez finalement cessé d'accepter moins que ce que vous méritiez. Et ce n'est pas une tragédie. C'est une survie. C'est une force. C'est se choisir quand personne d'autre ne le fera. C'est la liberté.